ne banalisez pas les choses, vous allez lui dire, vous revenez de l'ophtalmo, non. Syndrome d'HIC fait de céphalée, parce que j'insiste sur ça, parce que malheureusement, on reçoit beaucoup de malades qui arrivent tardivement. Et même la chirurgie, malheureusement, même la chirurgie n'apporte pas un plus spectaculaire pour les malades. Donc, s'il vous plaît, vous êtes la pierre angulaire qui reçoit les malades. Donc, un malade qui vient, il va vous dire, docteur, j'ai des céphalées. Il va aller chez l'ophtalmo, baisse de l'acuité visuelle. Il va aller chez l'ophtalmo. Ça va être chiffré. L'acuité théo-visuelle, elle va être chiffrée. Il va vous faire un fond d'œil. Il va vous ramener le fond d'œil. N'hésitez pas à faire votre demande d'IRM cérébrale. Donc, faites votre IRM cérébral. Le malade, il va prendre le temps de faire votre IRM cérébral. Il va revenir vous consulter. Il va vous dire, docteur, malgré la baisse de l'acuité visuelle, l'IRM TI, elle est normale. Donc, devant un syndrome d'HIC subjectif et objectif et devant une normalité des examens neuroradiologiques, il faut toujours avoir dans l'esprit cette hypertension intracrânienne idiopathique. Donc, vous étiquetez, vous mettez un diagnostic. Donc, le malade, la clinique théo et l'imagerie théo, on est devant une hypertension intracrânienne idiopathique. Vous étiquetez le diagnostic du malade. Donc, l'épidémiologie, sincèrement, on voit de plus en plus d'hypertension intracrânienne idiopathique. Certes, il n'y a pas de statistiques réelles. Moi, quand j'étais au CHU Mustapha, on avait 2 HIC idiopathiques par jour. Les malades, les malades à Bdjaïa, quand je suis venue, ça fait plus de 5 ans ici, la pathologie n'était pas très, c'est-à-dire n'était pas très, elle était sous-estimée. Mais là également, on arrive à voir, ils viennent de l'Borj, d'Ostrif, ils viennent d'un peu partout les malades. Donc quand même, la pathologie est assez fréquente. Donc on n'a pas un registre, mais si je devais faire, Inch'Allah, le registre, la pathologie est quand même assez fréquente. Donc, l'incidence au niveau des pays, donc, elle varie de 1 à 2%, elle augmente de 20%, donc, chez les femmes jeunes et obèses. Donc, l'HIC, l'hypertension intracrânienne idiopathique, c'est l'apanage surtout de la femme jeune et en surpoids. Donc, c'est l'apanage de la femme, une dame qui consulte avec un surpoids et avec c'est vraiment le terrain idéal de l'HIC idiopathie. Donc, l'âge, elle touche la femme jeune, elle touche surtout la femme jeune, elle n'excède pas la quarantaine. Maintenant, le sexe, bien sûr, il y a une nette prédominance féminine, donc, dans plus de 90% des cas, c'est des femmes qui consultent. Donc, ceci dit, l'hypertension intracrânienne idiopathique, elle touche l'enfant, elle touche l'homme et elle touche la femme. Mais elle est plus prédominante chez la femme. Il faut savoir que l'hypertension intracrânienne idiopathique, quand elle touche l'enfant, le traitement, dans plus de 90%, le traitement TAHA, il est médical. Donc, l'hypertension intracrânienne idiopathique de l'enfant, son traitement, il est médical. Chez la femme, on a 50%, 50%. Le traitement, bien sûr, il faut tenter le traitement médical et quand on a échec du traitement médical, bien sûr, on passe à la chirurgie. Mais la femme, la prise en charge de l'hypertension intracrânienne idiopathique chez la femme, 50%, elle peut relever du traitement médical seul et dans 50% des cas, le traitement chirurgical s'impose. La forme de l'homme, elle est chirurgicale dans tous les cas. Parce que la physiopathologie chez l'homme, elle est complètement différente de celle de la femme. Donc, retenez s'il vous plaît, je répète, je fais un récapitulatif. Donc, céphalée, le malade vient avec des céphalées, baisse de l'acuité visuelle, fond d'œil pathologique, ça peut être un œdème papillaire avec les 4 stades, ça peut être une pâleur papillaire, ça peut être une atrophie optique. Donc, le diagnostic avec des examens neuroradiologiques, à savoir une IRM qui sont normales. Donc, le diagnostic d'une hypertension intracrânienne idiopathique est posée. Certes, l'hypertension intracrânienne idiopathique est l'apanage de la femme, mais retenez qu'elle peut toucher l'enfant, elle peut toucher l'homme et elle peut toucher la femme. Ce que vous devez retenir, l'hypertension intracrânienne idiopathique chez l'enfant, elle est du ressort du traitement médical. On va revenir le traitement médical. Chez la femme, 50% de traitement médical, 50% de traitement chirurgical. Et chez l'homme, le traitement chirurgical, il est exclusif chez l'homme. Donc, les formes familiales, elles sont rares.
L'éthiopathogénie, alors plusieurs facteurs, mais actuellement, le seul facteur qui est incriminé, c'est le surpoids, l'obésité. Maintenant, on est sûr, on a eu des malades, on a tenté tous les traitements médicaux. Le fait de perdre 1 ou les 2 kilos, ça a retenti sur le bilan ophtalmologique et on a eu des améliorations spectaculaires sur le plan visuel. Donc, jusqu'à présent, le premier traitement, le premier facteur qui est incriminé, c'est le poids. Donc, le poids. Donc, il ne faut pas hésiter à donner les mesures hygiéno-diététiques dans la prise en charge de ces patients et les perturbations du bilan hormonal. Donc, surtout chez la femme, l'obésité et la perturbation du bilan hormonal, ça peut être une cortisolémie qui est basse, ça peut être une perturbation du bilan thyroïdien qui peuvent être à l'origine de cette hypertension intracrânienne idiopathique. Et le fait de corriger ces bilans hormonaux, on règle le problème parce que c'est la cause, c'est le dénominateur de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Donc, l'éthiopathogénie, donc on l'a dit, c'est l'obésité. C'est surtout, on la retrouve dans plus de 90% des cas. Le rôle de l'eau est déterminant. Il explique les récidives et la prise de poids. Et un malade on prescrit des mesures hygiéno-diététiques. Le malade, la malade, elle va perdre 2-3 kilos. On va avoir une normalité du bilan ophtalmologique. Dès qu'elle reprend, il y aura une du bilan ophtalmologique. Donc, l'obésité, l'éthiopathie génique, donc le facteur le plus incriminé jusqu'à ce jour, c'est l'obésité. La grossesse. Alors, la grossesse, elle donne un coup de fouet par rapport à l'hypertension intracrânienne idiopathique. La grossesse, elle est incriminée. La malade, elle passe très bien son premier trimestre. Arrivé au 2e et au 3e trimestre, c'est vraiment le coup de fouet. D'ailleurs, on arrivera par la suite à donner des recommandations parce que du moment qu'on a dit, c'est-à-dire elle touche la tranche d'âge entre 30 et 40 ans, ça veut dire que c'est des femmes en âge de procréer. Donc, il y aura des recommandations à donner justement à ces femmes. Donc, la grossesse, vraiment, le 2e trimestre, ça donne un coup de fouet à l'HIC idiopathique. L'hypoparathyroïdie, donc toutes les perturbations du bilan hormonal, les désordres cortico-surrénaliens, c'est-à-dire la cortisolémie. Thomas, quand vous faites, s'il vous plaît, pour être pratique, parce que je vais vous donner des choses pratiques. Une malade dit comme déjà vous cernez le profil, elle est obèse. Première règle, c'est de lui demander de voir un diététicien et d'essayer de diminuer le poids. Il faut rassurer les malades. Il ne faut pas qu'elle perde 10 kilos en 10 jours. Non. Il faut lui dire perdez doucement mais sûrement. Par exemple, chaque mois, vous perdez 1 kg, 0,5 kg, c'est ça la sécurité. Ça ne sert absolument à rien qu'elle perde 10 kilos et de la rassurer, mesures hygiéno-diététiques et bien sûr, essayer qu'elle perde les poids doucement mais sûrement. La deuxième chose que vous devez faire, c'est un bilan hormonal complet qui doit comprendre le cortisol, la TSH, la T3, la T4, la CTH, la prolactinémie et le taux d'oestrogène et de progestérone. Donc, votre bilan hormonal doit être complet. Je répète, le cortisol, la CTH, la TSH, la T3, T4, la prolactinémie, le taux d'œstrogène et le taux de progestérone. Il faut vraiment un bilan hormonal complet. Donc, les choses qui sont incriminées également, c'est la perturbation du bilan hormonal thyroïdien, la perturbation soit du cortisol, soit de la CTH, Maintenant, les mécanismes veineux. Les mécanismes veineux, c'est quoi? La maladie de B7. Toujours, si vous recherchez. Maintenant, il faut aller par élimination. La première chose, c'est l'obésité. La deuxième chose, c'est la perturbation du bilan hormonal. Maintenant, on peut avoir des femmes jeunes qui vont venir se présenter et elles ne sont ni obèses ni perturbation du bilan du bilan hormonal. Là, il faudra sentir qu'il y a quelque chose, une maladie neurodégénérative qui est sous-jacente. C'est la maladie de B7, la sclérose en plaques, la spondylarthrite ankylosante. Donc, s'il vous plaît,
quand les choses sont évidentes, la malade, elle est obèse, seule l'obésité peut faire retenir le diagnostic de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Le deuxième point, c'est la perturbation du bilan hormonal. Donc, le bilan hormonal, il est complètement perturbé. Donc, il est incriminé également dans la genèse de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Maintenant, si la malade, elle est bien, il n'y a pas de surpoids, le bilan hormonal, il est correct, pensez aux maladies neurodégénératives telles que la maladie de Behçet, la sclérose en plaques et la SPA, la spondylarthrite ankylosante. Donc, un examen en neurologie s'impose pour faire les dosages des marqueurs immunologiques, etc. Le trauma crânien, il est associé, on retrouve une notion de trauma crânien, mais il n'est pas incriminé de façon, c'est-à-dire rigoureuse et efficace. Les causes infectieuses également, ils sont retrouvés, mais jusqu'à présent, telles que la syphilis, le syndrome de Guillain-Barré, mais ils ne sont pas incriminés de façon sûre. Les causes médicamenteuses, l'hypervitaminose A, malade qui est sous vitamine A, c'est une cause qui est incriminée. La corticothérapie à dose excessive, elle est incriminée, surtout quand le malade est traité, on donne généralement on donne la psychothérapie pour une maladie neurodégénérative qui est en poussée. Donc la corticothérapie à forte dose est incriminée puisqu'elle traite une des causes de l'hypertension. Oui. Une des causes de l'hypertension, mais une des causes de l'hypertension intracrânienne et les contraceptifs oraux qui sont incriminés. Donc, si je dois récapituler, donc, on traite du sujet de l'hypertension intracrânienne idiopathique. D'habitude, quand vous recevez, on dit hypertension intracrânienne, point à la ligne. Donc, hypertension intracrânienne, je le répète, le malade va venir, il va vous décrire, il va vous donner un signe subjectif, les céphalées, et il va décrire une baisse de l'acuité visuelle. Bien sûr, devant la baisse de l'acuité visuelle, il va aller consulter chez un ophtalmo. L'ophtalmo, il va nous mettre noir sur blanc. Il y a une baisse de l'acuité visuelle et il va nous faire le fond d'œil. Il va nous dire, soit c'est un œdème papillaire avec les 4 stades, stade 1, stade 2, stade 3, stade 4. Si le malade, il a évolué encore plus, il va nous dire il est en pâleur papillaire. Si le malade évolue encore plus, il va être en atrophie optique. La sensibilisation, c'est-à-dire pourquoi j'ai fait ce sujet, il faut vraiment guetter cette hypertension intracrânienne idiopathique et diagnostiquer les malades au stade de l'œdème papillaire. C'est là où la récupération, elle est spectaculaire. Maintenant, pourquoi? Donc, jusqu'à présent, c'est une hypertension intracrânienne. Céphalée, fond d'œil perturbé, baisse de l'acuité visuelle. Maintenant, devant ce tableau clinique, il va venir vous voir, vous êtes obligé de faire des examens neuroradiologiques, à savoir l'IRM. Maintenant, le malade il va faire l'IRM. L'IRM, comme elle est normale. Auparavant, ça fait des années, quand le malade vient avec une IRM normale, le malade errait entre le neurologue, entre l'ophtalmo, entre la... Mais là, on a un syndrome d'hypertension intracrânienne, on a des examens neuroradiologiques qui sont normaux. Le diagnostic, c'est hypertension intracrânienne idiopathique. Idiopathique, on l'appelait bénigne. Mais du moment que le pronostic visuel est engagé, on n'est pas dans le bénin, on est dans l'idiopathique parce qu'il n'y a pas à l'IRM. D'accord? Donc, auparavant, on étiquetait, on disait hypertension intracrânienne bénigne. Mais il y a eu des malades qui ont perdu la vue. Elle ne peut pas être bénigne. Elle est idiopathique parce qu'il n'y a pas de cause radiologique qui peut expliquer l'hypertension intracrânienne bénigne. Donc, on l'a dit, elle touche, donc on l'a dit, quand même c'est assez fréquent. Moi personnellement, je vois 2 malades qu'on traite sur le plan par semaine, 2 malades qu'on traite sur le plan médical, et on a 1 ou 2 malades qu'on traite chirurgicalement. Donc quand même, elle est sous-estimée, mais quand même elle est fréquente ici en Algérie. Donc le sexe, on l'a dit, le sexe c'est l'apanage de la femme dans plus de 95% des cas, mais retenez, on l'a dit, donc l'apanage, elle peut toucher également
également l'enfant et l'homme. Retenez que la femme, le traitement, 50%, elle relève du traitement médical et dans 50% des cas, elle relèvera du traitement chirurgical. L'enfant, retenez que c'est le traitement médical. Donc l'enfant, il faut vraiment faire le diagnostic rapidement et donner le traitement médical. L'homme, parce que l'éthiopathogénie, jusqu'à présent, l'éthiopathogénie dans la genèse de l'hypertension intracrânienne idiopathique chez l'homme, elle est très mal élucidée. Donc l'homme, on a remarqué la série les hommes, elle est peu fréquente. Par exemple, sur une série, moi j'avais une série d'une 60aine de malades, j'ai fait la série avec 5 hommes. Mais les 5 hommes, le traitement il est chirurgical. Il est exclusivement chirurgical. Sur quel il n'y a rien au scanner et à l'IRM. Donc on va venir, on va revenir, ça, on va revenir. C'est-à-dire, moi je comprends même pas comment ils arrivent les malades du médical en chirurgie. Quand il y a un échec du traitement médical, on va revenir le traitement, Donc, chez l'homme, donc c'est le traitement chirurgical. Maintenant, je vous dis, l'éthiopathogénie, elle n'est pas bien élucidée. Mais ce qu'on doit retenir, c'est l'obésité, le surpoids. Chez la femme, le surpoids. Le surpoids, il est retenu. Deuxièmement, la grossesse. On l'a dit, la grossesse. Le premier trimestre, ça se passe très bien. Le deuxième trimestre, il va donner un coup de fouet à l'hypertension intracrânienne idiopathique. Maintenant, il y a les perturbations du bilan hormonal. Je vous l'ai dit, donc devant une malade qui consulte, elle est en surpoids, ou là, elle fait une grossesse, elle est au deuxième trimestre. S'il vous plaît, votre bilan hormonal doit être complet. Donc, cortisol, ACTH, prolactinémie, bilan thyroïdien, TSH, T3, T4, dosage de l'oestrogène et dosage de la progestérone. Maintenant, le cas de figure, oui, il y a l'obésité, le surpoids, ou la grossesse, avec une perturbation du bilan hormonal. Maintenant, il y a des cas, oui, la malade, elle vient, elle est ni en surpoids, ni elle est en grossesse, avec un bilan hormonal qui est strictement normal. Là, il faudra penser à des affections neurodégénératives sous-jacentes qui sont à l'origine justement de cette hypertension intracrânienne idiopathique, à savoir la maladie de Behçet, la sclérose en plaques, la SPR. D'accord? Donc, il y a d'autres qui sont incriminés, mais on a pu vérifier ces critères. L'obésité, la grossesse, la perturbation du bilan hormonal, les affections neurodégénératives, l'hypervitaminose A, la corticothérapie à forte dose et les contraceptifs oraux. On a pu les vérifier. Ils sont incriminés directement ou indirectement dans l'éthiopathogénie de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Est-ce que je vais vite ou là c'est bon? Est-ce que vous arrivez à me suivre? Donc, c'est les causes médicamenteuses. Les antibiotiques également, on a eu la tétracycline qui a été incriminée dans la genèse de l'hypertension intracrânienne, idem pour le Nibiol. C'est le Nibiol qu'on donne pour le traitement des affections urinaires. Donc, on le donne très souvent et on a la main facile dans la genèse. Et quand vous faites l'interrogatoire, vous trouvez la malade, elle va vous signaler j'ai fait une infection urinaire, j'ai été traitée par du Nibiol. Donc, c'est-à-dire si on fait un récapitulatif. Donc, la genèse, l'hypertension intracrânienne idiopathique, c'est quoi? C'est un syndrome d'hypertension intracrânienne fait de céphalée. Les vomissements peuvent être présents, ils peuvent également manquer. Avec un bilan ophtalmologique, retenez que le bilan ophtalmologique et le fond d'œil fait partie de l'examen clinique. Ce n'est pas un examen paraclinique. Le fond d'œil, c'est un examen clinique. Donc, l'hypertension intracrânienne, céphalée, vomissement, avec une baisse de l'acuité visuelle et avec un fond d'œil qui est perturbé, avec une normalité des examens neuroradiologiques, IRM strictement normal. Donc, on est devant un tableau d'hypertension intracrânienne idiopathique. Maintenant, l'éthiopathogénie, on l'a dit, elle touche l'adulte jeune entre 30 et 40 ans. Il y a une nette prédominance féminine et
l'éthiopathologie ou les facteurs incriminés, premièrement, c'est le surpoids. Deuxièmement, c'est la perturbation du bilan hormonal. On peut avoir, par exemple, cortisolémie et bilan thyroïdien qui peuvent être perturbés. On peut avoir que le cortisol ou la TSH. Et le fait de régler ces désordres hormonaux, on va régler le problème de l'hypertension intracrânienne et vous allez voir qu'il y a une amélioration du bilan visuel. Idem pour l'obésité. Il faut rassurer la malade quand elle vient en surpoids. Il faut lui dire ça, il faut l'orienter vers un diététicien. Il faut la rassurer. Il faut lui dire, ben, ça ne sert absolument à rien de perdre 10 kilos en 10 jours, qu'elle va reprendre rapidement. Il faut la rassurer. Il faut qu'elle perde doucement, mais sûrement. D'accord? Le fait qu'elle perde 0,5 kg, ça va retentir sur le bilan visuel. Et on l'a vérifié, c'est vérifié. Maintenant, quelles sont les causes incriminées? Donc, on a la perturbation du bilan hormonal, la grossesse, surtout au deuxième trimestre. D'ailleurs, je vais vous donner les recommandations à donner, puisque c'est des femmes jeunes en âge de procréer. On va vous donner les recommandations que faire avec ces malades. Donc, ce qui est incriminé également, c'est les maladies neurodégénératives, à savoir la sclérose en plaques, la maladie de Behçet. Donc, toutes ces causes infectieuses, ils sont relatés, mais ils ne sont pas vérifiés sur le terrain. On n'a jamais pu vérifier la syphilis ou le Guillain-Barré ou le traumatisé crânien dans la genèse de l'HIC idiopathique. L'hypervigilie, elle a été vérifiée, la corticothérapie à forte dose également a été vérifiée et les contraceptifs oraux également ont été vérifiés. Donc, si je ne vais pas vite, je passe à la seconde planche. Les antibiotiques, donc la tétracycline ont été vérifiés, idem pour le Nibiol. Les troubles hématologiques, donc une augmentation de la... Ça n'a jamais... Par contre, les troubles hématologiques, les thromboses veineuses ont été vérifiées. Et le traitement à les thromboses veineuses, c'est l'anticoagulation. Donc, les thromboses veineuses ont été vérifiées. On l'a dit, les maladies de système, les troubles hydroélectrolytiques, donc ils ont été également vérifiés. Donc, s'il vous plaît, faites-moi un récapitulatif de ce qu'on a dit. Quelles sont l'éthiopathogénie qui est incriminée dans la genèse de l'hypertension intracrânienne idiopathique? L'eau, là, c'est quoi? Très bien. Très bien. La grossesse, surtout au deuxième trimestre, ça donne un coup de fouet. Z. Les maladies, surtout le B7 et la sclérose en plaques. Z. Les causes infectieuses n'ont pas été très bien vérifiées. Z. Les maladies neurodégénératives, les antibiotiques, les tétracyclines et le Nibiol qu'on donne fréquemment. On a la main facile pour le Nibiol dans le traitement des affections. Et les thromboses veineuses, ils ont été incriminés. Donc, grosso modo, c'est ça qui a été incriminé dans l'éthiopathogénie de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Donc, on revient en quelque sorte dans la clinique. Les signes d'HIC, les céphalées, donc ils sont présents dans 100% des cas. Dans 100% des cas, on retrouve les céphalées. Maintenant, le siège tahom, c'est-à-dire il n'y a pas de topographie dans les céphalées. Le malade va vous décrire des céphalées, elles peuvent être unilatérales, bilatérales, il ne va pas vous décrire. Elles peuvent être oculaires, elles peuvent être matinales, en fin de journée. Elles n'ont pas de caractère spécifique, les céphalées. Il les décrit, le malade, mais il n'y a pas de caractère spécifique. Les vomissements, donc, elles sont modérées. C'est pas qu'ils mènent le syndrome d'hypertension intracrânienne. J'avais fait la formation sur les tumeurs cérébrales. C'est pas qu'ils mènent les tumeurs cérébrales, une tumeur de la fosse. Oui, on a donc les vomissements matinaux en G. Ça incrimine vers un processus de la fosse cérébrale postérieure. Non, c'est de temps en temps, il a un petit réflexe nauséeux. Ils peuvent être présents, mais je veux dire, c'est pas les vomissements classiques de l'hypertension intracrânienne quand il y a quelque chose de tumoral qui se passe au niveau cérébral. C'est des vomissements, mais ils sont modérés. Ils ne sont pas au premier plan. Les vomissements ne sont pas au premier plan. C'est des vomissements que Rapart, il va vous dire, de temps en temps, j'ai un petit réflexe nauséeux, mais c'est les céphalées qui vont être au premier plan. D'accord? Donc, le bilan ophtalmologique, bien sûr, il va montrer, c'est le bilan, c'est l'examen objectif, parce que le malade, il va venir, c'est subjectif, c'est ce que le malade va vous décrire.
Mais comment vous allez être objectif, c'est votre bilan visuel. Donc le bilan visuel, on l'a dit, le malade, il va venir, il va vous dire, depuis une semaine, je constate une baisse de l'acuité visuelle. Il va aller chez l'ophtalmo, il va étiqueter le bilan visuel. Le fond d'œil, je répète, donc le premier stade du retentissement visuel, c'est ce qu'on appelle hyperémie papillaire. Maintenant, si le malade n'est pas traité à ce stade, il va passer à l'œdème papillaire avec les 4 stades TAO. Il y a un stade 1, 2, 3 et 4. S'il n'est pas pris en charge au stade d'œdème papillaire, malheureusement, il va passer à la pâleur papillaire. S'il n'est pas pris en charge à la pâleur papillaire, il va passer à l'atrophie optique. L'atrophie optique, vraiment, le nerf va être vraiment grêle et les chances de récupération du malade vont être minimes. Donc, l'examen ophtalmologique, on l'a dit, l'examen ophtalmologique doit comprendre, même il peut venir le malade chez vous en décrivant des céphalées. Vous ne perdez absolument rien de faire un bilan ophtalmologique de routine. Donc, l'examen ophtalmologique va comprendre une acuité visuelle, un champ visuel et un fond d'œil. D'accord? L'ordonnance TERCOM, elle doit comprendre ces trois paramètres, acuité visuelle, champ visuel et fond d'œil. Le fond d'œil, bien sûr, c'est un examen. L'œdème papillaire est présent dans la quasi-totalité des patients. L'œdème papillaire est le plus souvent bilatéral. Il peut être asymétrique. Le plus souvent, il est bilatéral. Il peut être asymétrique, l'œdème papillaire. Donc, l'œdème papillaire, il est présent dans la quasi-totalité de l'HIC idiopathique. Voilà, l'œdème papillaire, c'est un œdème papillaire. Il y a une tortuosité veineuse. Vous voyez, les veines sont tortueuses et c'est l'œdème papillaire. Donc, l'examen neuroradiologique, on l'a dit, pourquoi on a donné l'appellation de hypertension intracrânienne idiopathique, parce que justement, l'IRM, les explorations neuroradiologiques, à savoir l'IRM, sont strictement normales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de processus à l'intérieur. Mais toutefois, il y a des signes indirects de l'hypertension intracrânienne idiopathique. C'est quoi? Vous voyez là le nerf optique. Il y a un élargissement, regardez, il y a un élargissement. Généralement, le nerf optique, c'est sabark. Mais là, il y a un élargissement de la gaine du nerf optique. Donc, la gaine du nerf optique, elle est élargie. Regardez, généralement, le nerf optique, c'est ce que vous voyez là. Mais là, regardez, la gaine du nerf optique, elle est élargie. Donc, c'est un signe indirect à l'imagerie. C'est un élargissement où là, vous allez trouver le compte rendu, vous parlez un élargissement de la gaine du nerf optique, c'est un signe pathognomonique de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Et le deuxième signe clinique, c'est une selle turcique qui est vide. Regardez, la selle, elle est vide, elle est noirâtre. Généralement, la selle turcique, la région hypophysaire, la densité, t'as le parenchyme. Là, c'est une selle turcique qui est vide. La nature, elle a horreur du vide. Du moment qu'elle est vide, donc elle va être remplie d'air. Et l'air, c'est noirâtre, là. Donc, quand vous allez recevoir votre interprétation d'IRM, il va vous dire, le radiologue, on n'individualise pas de processus tumoral. Toutefois, on retrouve un élargissement de la gaine du nerf optique et une selle turcique vide. Ces deux signes pathognomoniques sur le plan radiologique de l'hypertension intracrânienne idiopathique. D'accord? Est-ce que je vais vite ou là c'est bon? Est-ce que si je vais vite, vous me le dites, hein? Donc, les signes pathognomoniques. Donc, on retrouve un élargissement de la gaine du nerf optique avec une selle turcique vide. Maintenant, comment on va faire le diagnostic de cette hypertension intracrânienne idiopathique? Alors, pour faire le diagnostic de l'hypertension intracrânienne idiopathique, généralement, il faut des pics. Qu'est-ce que ça veut dire une pique? C'est un capteur de mesure de la pression intracrânienne. C'est des kits qui coûtent excessivement cher. Donc, à force de travailler sur cette hypertension intracrânienne, on a trouvé un plan B. C'est-à-dire on mesure cette pression intracrânienne. Donc la mesure de la pression intracrânienne, si chaque malade, on utilise un kit pour mesurer la pression intracrânienne, le budget garde à un CHU fait la mesure de la pression intracrânienne. Ça coûte excessivement cher. Donc, en essayant de travailler, on a pu faire une mesure témoin pour un malade et c'est-à-dire essayer d'adapter cette mesure
et trouver d'autres astuces. Quelle est l'astuce qu'on a trouvée? Donc, comment on mesure ça? On prend le malade il vient, en décubitus latéral, vous faites une PL, et vous allez prendre une tubulure. C'est moi qui ai initié et les résultats sont. D'ailleurs, j'ai eu des séries qu'on a communiquées à l'étranger. Ils étaient, c'est-à-dire stupéfaits de ce qu'on a eu comme résultat. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Le malade, il est en décubitus. Surtout, la mesure de la pression se fait en décubitus latéral, c'est-à-dire le malade couché. Je vais vous dire que malade en position shahal, vous allez soustraire de la rôle. Donc, le malade, il est en position latérale. Vous faites une PL. Vous faites juste une PL, vous préparez votre matériel, vous préparez l'intranul ou l'épicrânienne ou ce que vous avez pour la ponction lombaire et vous préparez une tubulure, un perfuseur ou vous ouvrez tout. Donc, dès que vous faites votre ponction lombaire, vous raccordez le kit à la tubulure. La tubulure, ensuite, la tubulure, vous essayez le maximum de ce que vous pouvez. Donc, avec le malade, il y a quelqu'un d'autre qui va, la tubulure, il va essayer de la faire monter le maximum possible. Donc, en la faisant monter, ce qui est en excès, le LCR qui est en excès, il va monter jusqu'à, il y aura un équilibre. Ensuite, vous allez prendre cette tubulure avec un mètre ruban et vous allez calculer, c'est-à-dire la longueur de la tubulure, c'est comme Winkale, le LCR. Donc, généralement, la mesure est, c'est pour ça qu'on a dit en centimètres d'eau. Parce que ce n'est pas une pique. La pique, c'est en millimètres de mercure. Mais là, avec la rôle, c'est en centimètres d'eau. Parce que c'est du liquide qu'on va mesurer. Donc, c'est en centimètres d'eau. Donc, vous allez mesurer avec et vous allez trouver un état normal avec la pique. Vous allez retrouver, elle ne doit pas excéder les 10 centimètres d'eau. En matière d'HIC idiopathique, les résultats sont significatifs dès qu'on a une mesure qui est supérieure ou égale à 20 cm d'eau. Donc, quand vous allez prendre votre tubulure et vous allez mesurer avec le mètre ruban, si vous êtes à plus de 20 cm, c'est le diagnostic d'HIC idiopathique est confirmé. On a des valeurs extrêmes, on a des valeurs 80 cm. Là, vraiment, à 80, c'est menaçant. C'est une HIC idiopathique qui est menaçante sur le plan visuel. Donc, maintenant, si on fait le diagnostic de l'HIC idiopathique se fait à la ponction, c'est ce qu'on appelle la manométrie. Ça veut dire, vous faites une ponction lombaire, le malade étant en position couchée, vous faites votre ponction lombaire, vous raccordez à votre tubulure, vous essayez de faire monter le plus haut possible. À un certain moment, le liquide ne va plus monter, il va stagner. Vous prenez votre mètre ruban et vous allez mesurer le malade ou la malade, ils sont à combien. Donc, les chiffres doivent être reportés. Vous devez reporter ces chiffres parce que peut-être que le malade va nécessiter une deuxième mesure s'il y a un échec du traitement médical. Donc, vous allez mesurer le diagnostic. Votre diagnostic de certitude se fera avec justement cette manométrie. Donc, quand vous allez faire cette manométrie, vous allez envoyer votre LCR pour la bactério. On l'a dit dans les critères de Friedman, le LCR doit être stérile. Donc, la bactério va vous comprimer. Il va vous dire le liquide, il est clair et il est inférieur à 2 éléments. Bien sûr, le luxe, si on peut envoyer le LCR justement pour l'étude immunologique, vers l'Institut Pasteur, ça serait l'idéal. L'idéal d'envoyer le LCR, de faire 2 prélèvements, d'envoyer le LCR. Moi, personnellement, je fais cette étude immunologique. Je fais cette logique de LCR parce que des coûtent cher et c'est pas facile d'avoir un rendez-vous au niveau de l'Institut Pasteur. Je fais quand il y a un échec au traitement médical et je pense justement à ces maladies neurodégénératives qui peuvent être sous-jacentes. C'est à ce moment-là que je fais l'étude de LCR et la demande du bilan immunologique. Sinon, pour rester classique, faites votre manométrie, assurez-vous que le malade n'est pas en méningite, envoyez à la bactério et on va voir le reste de la prise en charge. Donc,
Maintenant, quand vous faites la soustraction du LCR intercom, éliminer une cause infectieuse, une cause inflammatoire, une cause néoplasie, il y a une amélioration de la clinique intercom, il y a une amélioration qui est spectaculaire. Donc, il y a un excès de LCR. Le fait d'avoir soustrait avec le LCR, il y a un retentissement sur le plan visuel. D'accord? Donc, c'est pour ça on va revenir en bas de la prise en charge chirurgicale. Donc, comment? Il vient voir s'il y a des commentaires ou là, si je vais vite ou là. Donc, s'il vous plaît. Donc, on a fait le tour. Le diagnostic est posé, clinique. Le diagnostic radiologique est normal, hormis deux signes pathognomoniques, élargissement de la gaine du nerf optique et celle turcique vide. Maintenant, on va passer au diagnostic de certitude. Le diagnostic de certitude se fera avec la mesure de la pression qui règne au niveau du liquide cérébrospinal, ce qu'on appelle la manométrie. Donc, PL en position couchée. Vous remontez votre tubulure et ensuite vous mesurez avec un mètre ruban. Maintenant, parfois, on a dit c'est des malades obèses, c'est très difficile de faire votre ponction. Vous pouvez la faire en position assise et quand vous la faites en position assise, ce que vous allez trouver, le chiffre que vous allez trouver, vous enlevez 20 cm. Ça va être fiable et vous allez retourner. Sauf s'il y a des trucs. Donc, s'il vous plaît, si vous la faites en position assise, il faut soustraire 20 cm, d'accord, pour avoir les mêmes résultats qu'en position couchée. PL reste contre-indiqué dans ce cas. PL avec un H5. Donc, on a dit pour la PL, c'est vrai que dès qu'on commence notre cursus de médecine, on dit que la PL est contre-indiquée. Pourquoi elle est contre-indiquée devant un tableau d'HIC? Justement, s'il y a un processus. Maintenant, on a fait l'IRM TANA, elle est normale. Donc, on peut faire notre ponction lombaire sans aucune crainte. On peut faire notre ponction lombaire sans aucune crainte. Bien sûr, le bilan hormonal que vous demandez chez la femme est le même que vous allez demander chez l'enfant et le même que vous allez demander chez l'homme. C'est le bilan hormonal standard pour tous les malades. Donc, Rodel, on revient s'il te plaît. Apparemment, c'est bon. Ils arrivent à entendre, ils arrivent à suivre. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la manométrie? Comment vous faites votre diagnostic de certitude? Le malade, il est en décubitus latéral. Vous préparez tout, parce que voilà, il faut tout préparer, parce qu'il y a une hyperpression. Si vous mettez votre PL, vous allez avoir le G. Il faut vraiment, dès que vous mettez la PL, vous raccordez à votre tubulure. Sinon, c'est-à-dire la mesure intercom, elle risque d'être erronée. Parce que le maximum du G, vous allez l'avoir dès que vous faites votre PL. Donc, votre tubulure doit être devant vous et vous devez raccorder et laisser la pression de LCR. Elle va monter. À un certain moment, elle va s'arrêter. Donc, on a dit les extrêmes, ça peut aller de 20. Ça peut dépasser même les 80. On a eu des malades qui ont 150 de centimètres d'eau. Et vraiment, les 150, ils peuvent être menaçants sur le plan visuel. Donc, l'hypertension crânienne idiopathique, ce n'est pas un pronostic vital, c'est un pronostic fonctionnel. Mais quand on perd c'est des femmes jeunes, 30 ans, 40 ans, c'est une population. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vous êtes la pierre angulaire c'est-à-dire quand vous recevez les malades. Donc, c'est à vous de faire le diagnostic. Dorénavant, il ne faut plus que le diagnostic d'hypertension intracrânienne erre, que le malade, il va errer entre le neurologue, entre l'ophtalmo. On doit faire le diagnostic. On doit faire le diagnostic quand le malade est au stade d'œdème papillaire. Si on arrive
déjà le nerf est grêle au camel, les chances de récupération vont être vraiment. Et puis, quand on fait un stade 2, la récupération encore, elle est encore plus spectaculaire. Donc, s'il vous plaît, maintenant, quand vous recevez les malades, ayez maintenant toujours à l'esprit l'hypertension intracrânienne idiopathique. D'accord? On peut revenir, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, une question. Donc, Apparemment, c'est. voilà, c'est bien. Non, il n'y a pas de risque d'engagement. L'APL, elle est contre-indiquée quand vous faites, le malade, il est en syndrome d'hypertension intracrânienne. Vous allez penser à quelque chose sur le plan cérébral. Vous allez faire votre IRM. Votre IRM va revenir normal. Vous pouvez faire en toute sécurité votre ponction lombaire. Il n'y a pas de processus qui risque d'engager. Donc, vous faites votre PL le plus normalement du monde. C'est là, la sérolométrie. Vous nous avez dit, c'est vous qui l'avez. Oui. Donc maintenant, c'est reconnu. Alors, on a gagné les séries que j'ai maintenant. Au CHU Mustapha, j'avais commencé l'étude. Maintenant, c'est tout le monde. Le CHU Mustapha devient référent en matière de prise en charge. Maintenant, le CHU de Bdjayatani, le service de neurochirurgie, on reçoit de partout. De Bourj Bouarelej, donc les gens qui étaient en contact avec sur Alger, ils nous envoient maintenant les malades ici. D'ailleurs, il y a un créneau, j'ai une maître assistante qui va faire, Inch'Allah, sa thèse sur l'HIC idiopathique, avec les moyens qu'on utilise ici en Algérie. D'accord? Voilà. Donc, L'obésité de l'enfant. l'obésité, bien sûr, l'obésité, elle est incriminée, que ce soit l'enfant, que ce soit la femme, l'obésité, elle est incriminée. La perturbation du bilan hormonal sont incriminées. La grossesse est incriminée. Les thromboses veineuses sont incriminées. L'hypervitaminose A est incriminée. Tous ces paramètres sont incriminés dans la genèse. Que ce soit la pathologie, elle est la même. Elle est la même que ce soit chez l'enfant, chez l'adulte, et chez la femme et chez l'homme. C'est l'éthiopathogénie qu'on n'arrive pas à définir. Pourquoi tous les hommes nécessitent un traitement chirurgical? C'est rare, mais généralement, quand l'homme est diagnostiqué hypertension intracrânienne idiopathique, le traitement médical, il ne va jamais répondre au traitement médical. Il va répondre au seul traitement chirurgical. L'enfant, sur toute la série qu'on a eue, l'enfant, c'est un très bon candidat au traitement médical. L'enfant, c'est le traitement médical. La femme, c'est 50-50, 50-50, qui est 50%. Ils répondent très bien au traitement médical, au suivi, etc. Mais il y aura 50% des femmes qui vont nécessiter un geste chirurgical. Les risques. Les risques. Par la méthode invasive, quelle méthode? La PL n'a jamais été une méthode invasive et la pression intracrânienne avec les pics n'ont jamais été de méthode invasive. Vous savez, la pique, comme la pression, la mesure de la pression, il y a un capteur qui est mis dans les ventricules. Il y a tout le scope نتاعكم. Donc vous allez avoir les chiffres. Maintenant, dès que vous avez sur le plan pratique, كيفاش تخدموا بلا بيك هذه؟ La pique عندها deux indications. عندها le traumatisé crânien bien sûr, وعندها l'HIC idiopathie. Que ce soit pour le traumatisé crânien ou l'HIC idiopathie. Donc c'est un capteur, les capteurs كاينين يديروا في البارونشيم. OK, ligne triculaire. Dans l'HIC idiopathique ou chez il est plus intéressant de mettre le capteur en intraventriculaire. Parce que vous allez avoir un double intérêt. Vous allez avoir votre scope, il va vous donner les chiffres. À la moindre augmentation, qu'est-ce que vous allez faire? La tubulure, elle est reliée, vous allez ouvrir et vous allez diminuer un peu de liquide cérébrospinal pour justement arriver à avoir une normalité de la pression intracrânienne. Donc, on a un double intérêt. C'est pour ça que ça coûte cher. On a un double intérêt. Vous allez mettre votre pic, vous allez avoir un scope et vous allez vérifier. Maintenant, si c'est une HIC idiopathique, par exemple, à 120, احنا عارفين باللي لازم تكون inférieure à 20. نحل هذيك la tubulure, je vais soustraire l'excès de LCR. Idem pour le traumatisé crânien. C'est ça l'intérêt de la pique, mais la pique n'est pas invasive. On fait un trou de trépan. On fait un trou de trépan et vous avez vu les drainages ventriculaires externes. C'est le même principe. On met un cathéter ventriculaire, mais au lieu de relier à un bocal, on va le relier au capteur et c'est lui qui va nous donner les chiffres. C'est le même fonctionnement qu'un scope. C'est le même fonctionnement qu'un scope. Il n'y a aucun risque, il n'y a aucun...
une méthode invasive ou la pression intracrânienne par cathéter intraventriculaire. Mais aussi permet d'éliminer d'autres infections. L'examen première intention, c'est le bilan hormonal. Reviens, s'il te plaît. C'est bon. Est-ce qu'il y a une question? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Reviens, s'il te plaît. Ouais. Ce matin. Pour les draps. Rodel, ne change pas. Ah, il faut qu'il clique. Donc, on est passé, donc on l'a vu, l'élargissement de la gaine du nerf optique et la ceinture cyclide. Maintenant, le traitement. Le traitement, c'est... Sincèrement, des malades, je la scinde en deux. Il y a le traitement médical et bien sûr, il y a le traitement chirurgical. Maintenant, un malade, quand il arrive, par exemple, il est au stade d'hyperémie papillaire, il est au stade d'œdème papillaire, le stade 4. Là, je commence le traitement médical. Le traitement médical, c'est quoi? C'est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, c'est le Diamox. C'est le Diamox, parce qu'il va ralentir, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc il va dire, vous savez que le LCR, il est régénéré toutes les 4-6 heures, il est régénéré le LCR. Donc c'est vrai quand on va faire la soustraction de LCR, on va avoir un moment de répit pour 4-6 heures, mais il va se régénérer le LCR. Donc le Diamox, c'est un inhibiteur de l'enzyme de conversion, donc il va faire en sorte de diminuer la sécrétion de LCR. Moi, personnellement, on a vu des malades qui viennent avec 12 comprimés, 20 comprimés de diamant. S'il vous plaît, c'est une aberration. C'est une aberration de donner autant de comprimés de diamox. Ça va retentir sur le ionontero, ça va donner des hypokaliémies sévères. Donc, moi, personnellement, dans l'attitude, je commence à 2 comprimés. Et j'augmente, je vais jusqu'à le maximum requis, je vais jusqu'à 4 comprimés par jour de Diamox. Je ne vais jamais au-delà de 4 comprimés. Donc, je répète, maintenant le malade, il va venir avec un stade tel 4. Et je fais une manométrie, je suis à 40-50 de manométrie. 40-50 de manométrie. Donc, le traitement de première intention, je vais donner un traitement médical à base de Diamox. Donc, le Diamox, vous commencez par exemple la première semaine, un comprimé 2 fois par jour. Ensuite, vous passez à un comprimé 4 fois par jour. Rajoutez, s'il vous plaît, toujours le KCl, le potassium, parce qu'il va donner une fuite de potassium. Et faites des contrôles iono, surtout par rapport à l'académie, régulièrement, au moins une fois par 10 jours. Donc, le traitement HADA, je vais le donner pendant 3 semaines. Et je vais refaire un bilan ophtalmologique. Maintenant, si on est bon sur le plan ophtalmologique, par exemple, j'étais un œdème stade 3, je passe à un œdème stade 2. Donc, on est bon sur le traitement à la rôle. Qu'est-ce qu'on va faire? Refaites une manométrie. Parce que la soustraction du LCR fait partie de l'arsenal thérapeutique, d'accord? Et en prenant, bien sûr, il ne faut pas que le malade avec les PL soustractifs Tawana chope un germe, d'accord? Donc, il faut les moyens stériles, rigoureux et tout. Donc, si maintenant je gagne, par exemple, d'un grade 3, je passe à un grade 2. C'est-à-dire, là, généralement, quand le malade, il y a une amélioration spectaculaire. Au bout de la 2e semaine, il vient à un stade 3, il passe déjà à un stade 1, ou là, à une hyperémie papillaire. Le malade, bien sûr, vous allez continuer le Diamox, mais dégraisser, aller à un comprimé 3 fois par jour, vous allez continuer votre traitement, tel 1 mois. Vous allez lui donner le traitement TAO 1 mois. Maintenant, quand l'amélioration, elle est un peu timide, elle est timide. Quand on passe de 3 à 2, c'est timide quand même. Donc, là, n'hésitez pas à faire une autre soustraction de LCR, d'accord? Faites une autre soustraction. Généralement, quand vous faites la 2e soustraction de LCR, vous allez voir que si vous reconvoquez votre malade dans 2 semaines, vous allez avoir cette amélioration spectaculaire. Donc, c'est le groupe 1. Le groupe 1, amélioration spectaculaire, continuez votre traitement pendant 1 mois. Je vais vous dire pour la dégraisson, comment vous allez dégraisser. Donc, vous allez continuer votre traitement à 1 mois. Maintenant, si votre amélioration, elle est un peu timide, faites également une autre soustraction de LCR. Et vous allez continuer également votre traitement à 1 mois. Ensuite, on va réévaluer. Maintenant, le 2e groupe de malades. Vous allez avoir un 2e groupe de malades où vous
une manométrie, par exemple, qui excède les 80 et le malade va venir avec un œdème papillaire stade 4. Sachez que il n'y a pas de barrière entre l'œdème papillaire stade 4 et la pâleur papillaire. Le passage de l'œdème stade peut être rapide et il peut passer inaperçu. Donc, on a personnellement, même l'équipe, c'est-à-dire on a mis un protocole de prise en charge actuellement dans le service entre le stade 4 et le stade 4. Moi, sincèrement, on hospitalise le malade, la manométrie quand elle dépasse 80, et il est en œdème stade 4, le passage à la chronicité, à la pâleur se faire rapidement. Donc, il vaut mieux hospitaliser ce patient, le faire bénéficier de PL soustractif chaque jour. Chaque jour, on enlève le LCR, on le met sous traitement. On se donne un temps de 4 jours consécutifs. 4 jours consécutifs. Si on a amélioration sur le plan visuel, par exemple, le 2, on est tranquille. Il peut, c'est-à-dire rejoindre le groupe 1. Maintenant, si malgré les soustractions de LCR et le diamox, on n'a pas d'amélioration, c'est le malade qui est candidat à la chirurgie. D'accord? Parce que si vous le laissez dehors, il va revenir en pâleur ou là en atrophie optique. Donc, la chirurgie, docteur Zaidi m'a posé la question, la chirurgie, c'est quoi? Vous avez constaté, je ne sais pas si vous avez assisté pour les tumeurs cérébrales. Les tumeurs cérébrales, il y a une hydrocéphalie, les ventricules sont dilatés. Dans l'HIC idiopathique, il y a l'hydrocéphalie et les tumeurs cérébrales. Parce qu'il y a un processus au niveau du 4e ventricule qui va bloquer les voies d'écoulement de LCR. Le LCR ne va plus circuler normalement. Donc, les ventricules sont volumineuses, les ventricules sont grosses. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Les dérivations qu'on va faire pour justement diminuer cette sécrétion de LCR, on va faire des dérivations ventriculo-péritonéales. Maintenant, dans l'HIC idiopathique, l'IRM, elle est normale. Il n'y a pas de processus qui entraîne un blocage des voies d'écoulement. Donc, il est plus pour ça d'ailleurs qu'on fait les PL, les ponctions lombaires. Donc, la dérivation, c'est quoi? C'est une dérivation lombo-péritonéale. Lombo-péritonéale. Toujours est-il que parfois on est en rupture de lombo-péritonéale et on est obligé de mettre des valves ventriculo-péritonéales. Donc le traitement de première intention en chirurgie, c'est la valve lombo-péritonéale, ça va drainer le LCR. Donc il y a un régulateur, à chaque fois qu'il y a une pression qui est élevée, la valve va se mettre à travailler et elle va drainer l'excès de LCR. C'est comme ça que la valve va agir. Maintenant, si on est en rupture de lombo-péritonéale, on doit mettre une ventriculo-péritonéale. C'est un peu, mais bien sûr, on arrive à mettre une valve ventriculo. Maintenant, en mettant la valve ventriculo-péritonéale, on peut avoir une période d'accalmie et le malade peut reconsulter toujours avec son syndrome d'hypertension intracrânienne. Là, on sera dans l'obligation de mettre une une lombo-péritonéale. Donc, et même on a, c'est-à-dire il y a plus de technicité. On peut faire tenir des volets décompressifs pour décomprimer la gaine du nerf optique. On peut même faire une fenestration de la gaine du nerf optique. Et donc, c'est des protocoles chirurgicaux. Mais retenez qu'en matière de traitement chirurgical, c'est-à-dire le traitement le plus adapté quand il y a échec, alors le traitement chirurgical, il y a une population, le groupe B, où il n'y a pas d'amélioration. On tente, même les soustractions de LCR, même le diamant, on a tenté toutes les manœuvres, il y a un échec au traitement médical. Là, le traitement chirurgical s'impose. Ou c'est quand le malade vient en pâleur papillaire, il faut surtout ne pas, c'est-à-dire tenter le traitement médical. C'est des malades qui doivent passer directement à la chirurgie. D'accord? On a eu des pâleurs papillaires qui ont été réversibles après le traitement chirurgical. Mais malheureusement, quand le malade arrive au stade d'atrophie optique, même c'est des malades également candidats à la chirurgie, mais malheureusement, on n'a pas eu de récupération. Après là, sur une série d'une vingtaine, où là, on a eu malheureusement que 2 récupérations et vraiment minime. Donc c'est pour ça que le diagnostic doit être porté précocement.
Donc, est-ce que c'est-à-dire la prise en charge sur le plan traitement médical, elle est codifiée pour vous? Donc, dès que vous recevez le malade, donc vous avez fait votre manométrie, la manométrie comme elle est supérieure à 20, commencez le Diamox, un comprimé 2 fois par jour, donnez-vous le temps de 2 semaines, vous réévaluez votre patient. Maintenant, si l'amélioration elle est spectaculaire, il faudra continuer. Vous passez à un comprimé 3 fois par jour, le mois et vous réévaluez. Maintenant, si l'amélioration elle est un peu timide, faites une soustraction de LCR et continuez également votre traitement médical. Maintenant, il y a certains malades œdème stade 4, le passage à l'atropapillaire sont brutales. N'hésitez pas à organiser le patient à faire des PL soustractifs chaque jour. Si on se donne un délai de 3-4 jours, si amélioration, c'est-à-dire au traitement médical. Maintenant, si le malade ne s'amène bien sûr au traitement médical, le traitement médical de choix, c'est la dérivation lombopéritonéale. Maintenant, à défaut de dérivation lombopéritonéale, une dérivation ventriculo-péritonéale, mais on a constaté que là, c'est-à-dire, on va essayer de gagner un peu avec la dérivation ventriculo-péritonéale. On aura sécurisé notre malade pendant au moins 2 ou 3 mois. Mais dans le cas de la récit péritonéale, c'est important. Maintenant, bien ajouter du KCL et faire des perturbations de la kaliémie. Il faut vraiment supplémenter le malade en potassium. Donc maintenant, comment va se faire la dégression thalare? Donc maintenant, généralement, les malades arrivent aux 4 mois avec soit 3 comprimés, soit à 4 comprimés. Donc, vous allez réévaluer sur le plan visuel. Surtout, n'arrêtez pas de façon brutale. Si vous arrêtez, il y a l'effet rebond. Vous allez avoir encore une reprise de la symptomatologie. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Si à 1 mois, le malade, il y a une normalité du bilan ophtalmologie, donc essayez de dégraisser par semaine. Par exemple, je dégraisse par 10 jours. Les premiers 10 jours, vous dégraissez un comprimé. Ça veut dire, s'il est à 3, vous allez dégraisser 10 jours à 2, à 1. On va dire qu'il va un demi, conseiller de dégraisser par voie progressive. N'arrêtez pas de 3 comprimés à 0. Essayez de dégraisser. De 3, vous passez à 2, de 2, vous passez à 1, et de 1, vous passez à 1 demi. Prenez des délais de 10 jours, 10 jours, 10 jours, 10 jours. D'accord. Maintenant, ce que j'ai oublié, Tani, de vous dire, maintenant, il y a des malades, quand vous faites la ponction lombaire, vous allez avoir des malades qui vont être encore plus céphalalgiques que la clinique de départ. Donc, les céphalées, c'est l'hypotension. Il y a des malades qui vont être très sensibles à la soustraction de LCR. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, si le malade, quand vous faites la ponction lombaire et vous allez soustraire donc le LCA, le malade, il va vous dire j'ai des céphalées atroces. Il faut premièrement réhydratation, parce que c'est une hypotension. Il faut réhydrater minimum. Il faut qu'il prenne 3. N'hésitez pas, Fanny, à donner une touche, de corticoïdes. Parce que la corticothérapie va, en quelque sorte, contrebalancer l'effet hypotenseur du Diamox et de la soustraction de LCR. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quand vous faites la soustraction de LCR et le malade, il est à un comprimé 3 fois par jour, on démarre à 2 comprimés de soluprède le matin, 2 comprimés, soluprède comprimé à 20 mg. Il va contrebalancer l'effet hypotenseur. Ensuite, donc, vous donnez un délai de 2 comprimés pendant minimum 3 jours. On va vous passer à un comprimé pendant 10 jours, un demi-comprimé pendant 10 jours. Le malade va essayer, c'est-à-dire de s'organiser avec la réhydratation, etc. Donc, si vous faites votre soustraction de LCR et vous constatez que le malade est vraiment céphalalgique, pensez à l'hypotension. Le fait d'avoir soustrait le LCR, donc il faut préconiser la réhydratation minimum 3 litres et rajouter contrebalancer l'effet hypotenseur du Diamox.
Maintenant, on a essayé d'établir un protocole donc de prise en charge de l'hypertension intracrânienne idiopathie. Donc, on l'a dit, le malade il va venir, faites un état des lieux, un bilan clinique et visuel complet. Le bilan visuel complet doit comporter l'acuité visuelle, le champ visuel et votre fond d'œil. Donc, faites également un bilan, donc examen clinique, bilan visuel, bilan hormonal. Et bien sûr, l'IRM, comme cérébral, bien sûr. On ne peut pas parler d'hypertension intracrânienne idiopathie sans avoir des examens neuroradiologiques strictement normaux. Mis à part les deux petits signes cliniques, l'élargissement de la gaine, c'est-à-dire clinique normale, ça veut dire qu'il n'y a pas de processus individuel. Et bien sûr, si maintenant on a notre examen clinique, s'il vous plaît, Tenny, il y a des erreurs qui se font. Ne commencez jamais le diamox sans avoir fait votre manométrie. Il faut jamais, parce que ça va, le résultat TERCOM va être erroné. Il faut être objectif. Il faut d'abord faire, parce que il ne faut jamais commencer. Parce qu'on peut avoir, au cours du parcours, des rechutes. Et si votre PL votre manométrie de départ ne va pas être fiable, parce que si le malade commence le diamox ou déroule la manométrie, vous allez retrouver par exemple 30 parce qu'il a pris du diamox. Peut-être que son diamox, elle est à 50 ou là, quand il va revenir en rechute, il va être à 50, vous allez dire, non, il a commencé à 30, il est à 50. Alors que peut-être la manométrie de départ antérieur, elle est à 50. Donc, ne faussez jamais votre diagnostic. Un malade qui dit comme bilan visuel, bilan hormonal, et bien sûr, IRM cérébral. IRM cérébral pour éliminer un processus intracrânien. Et c'est à ce moment-là que vous faites votre manométrie. Donc, dans le dossier de votre malade, PL avec manométrie ce jour, la date et tout, vous mettez, vous avez trouvé. Ça sera une manométrie de référence intercom dans le suivi des malades. D'accord ? Donc, la chirurgie, j'ai mis la chirurgie précoce, bien sûr, si le pronostic visuel, il est engagé. Alors, pour moi, le pronostic visuel, il est engagé si j'ai une acuité visuelle inférieure à 3. Je vais pas attendre la perception lumineuse. Et bien sûr, si le DMTR comme papillaire, on l'a dit, s'il est au stade 4, le risque de l'atrophie optique, elle est à la porte. L'atrophie optique est en train de guetter votre malade. Donc, si, mis à part ces deux critères, on peut tenter à l'aise le traitement médical. Donc, deux critères. Si votre acuité visuelle, qu'est-ce que vous allez faire? Commencez le diamox, mais essayez d'adresser le malade le plus rapidement possible vers un service de chirurgie. Mais commencez votre diamox. Ça va réduire un peu le LCR. Mais ne vous donnez pas un temps de réflexion de un mois. Un mois, là, ça va être trop tard pour lui. Donc, vous allez faire votre diagnostic. Vous allez avoir un malade qui est en acuité visuelle à 3. Vous allez faire votre manométrie, faites une ordonnance de diamox, un comprimé 4 fois par jour et essayez d'envoyer votre malade. Ne le laissez pas traîner pendant un mois chez vous. D'accord? Donc, le seul qu'on s'est fixé, c'est une acuité visuelle inférieure à 3, inférieure ou égale à 3, avec un fond d'œil, soit œdème papillaire stade 4, où là, bien sûr, la pâleur et l'atrophie optique n'attendent pas. Ils sont du ressort de la chirurgie. Si le malade, il vient en pâleur ou là, en atrophie optique, c'est la chirurgie. Maintenant, bien sûr, on l'a dit, le bilan endocrinien, j'insiste, sur tous les malades qu'on a fait, c'était la cortisolémie qui était basse. Le cortisol était effondré et le fait d'avoir réajusté, c'est-à-dire introduit la corticothérapie, ça a amélioré sur le plan visuel. Bilan immunologique, je vous l'ai dit, l'idéal c'est de faire un bilan immunologique, mais le protocole, quand même, ça coûte cher, ça revient cher quand même. Maintenant, si on a un résultat positif, pourquoi aller vers l'immunologie? L'immunologie, si on traite le malade, à chaque fois qu'on le traite, la malade, elle essaye de perdre du poids, on a corrigé le bilan hormonal, et à chaque fois, elle récidive, ça veut dire, ça va nous mettre la puce à l'oreille. Il y a sûrement une pathologie neurodégénérative qui est sous-jacente. C'est elle qui entretient cette hypertension intracrânienne idiopathie. Là, on sera dans l'obligation de faire ce bilan immunologique. Maintenant, il y a les immunoglobulines. Maintenant, les maladies neurodégénératives répondent très bien aux traitements qui sont actuellement
actuellement d'actualité, les immunoglobulines. Je ne rentre pas dans les détails, mais il faudra étiqueter votre malade. Donc, si une malade rechute à chaque fois, malgré qu'elle a perdu le poids, malgré que le bilan hormonal il est correct, pensez à la maladie neurodégénérative et c'est là que vous allez faire votre bilan immunologique au niveau du sang et au niveau du LCA. Le traitement médical, je l'ai dit, donc le diamant, le maximum, je n'ai jamais dépassé les 4 comprimés, donc associé à des corticoïdes quand on a une hypotension sévère, donc essayez de contrebalancer l'effet hypotenseur, et les PL, après la PL, et bien sûr la réhydratation, il faut demander aux malades de se réhydrater minimum 3 litres par jour, d'accord ? Maintenant, la correction, on l'a dit, il faut corriger tout ce qui est défaillant, la cortisolémie. Maintenant, si c'est un problème de thyroïde, il faut si votre bilan hormonal est perturbé, il faut envoyer le malade vers un endocrino pour corriger tous les désordres hydroélectrolytiques. Donc, échec, on l'a dit, PL évacuatrice, continuer le diamant jusqu'à normalisation. Si échec, au bout de 6 mois de traitement bien conduit, prévoir la chirurgie. Hadif, le groupe 1. Maintenant, on l'a dit, maintenant si au bout de 1 mois, le malade, et il commence à récupérer, le fond d'œil TAO s'est normalisé, on commence à diminuer progressivement le diamant. Maintenant, si un mois, il y a une amélioration, mais on n'a pas encore eu un fond d'œil normal, on peut continuer 6 mois de traitement. Maintenant, au bout de 6 mois, s'il y a un échec au traitement médical, bien sûr, c'est la chirurgie. Maintenant, bien sûr, les mesures hygiéno-diététiques, il faut conseiller. Il faut toujours rassurer parce que c'est des femmes jeunes en surpoids. Il faut leur dire allez doucement mais sûrement. Le fait, même moment, vous allez leur dire quand elle va perdre 1 kilo, vous allez voir que le bilan visuel il va s'améliorer le bilan. Même s'il y a 2 facteurs, elle va essayer de faire plus attention à son poids. Elle va faire attention. Et bien sûr, il faut éviter les grossesses maintenant quand les malades en âge de procréer, il y a un syndrome d'hypertension intracrânienne, elle est mariée, elle veut faire des enfants. Minimum, il faut 2 années de rémission de l'hypertension intracrânienne idiopathique. Si elle fait une grossesse dans les 6 mois, vous allez voir que la grossesse, elle va lui donner. Tout ce que vous aurez fait avec cette malade va être perdu. Donc, il faut éviter les grossesses pendant minimum 2 ans de normalité du fond d'œil. Voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais vous apporter. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, moi, merci. J'ai travaillé longtemps aux urgences, oui. Donc j'ai un souvenir, j'en ai parlé à l'urgence. Oui. Moi, j'ai reçu une dame, il y avait une jeune demoiselle, diabétique obèse, aux urgences. Donc, elle est venue mot de tête. Moi, avant, on n'avait pas... Tout à fait. Voilà. Donc, on a essayé de baisser la tension, gérer son diabète et tout. Quelques jours après, je la revois. Elle m'a dit, je suis partie à Alger, que été aveugle. C'est ça. C'est pour ça. J'ai essayé de faire les formations, c'est-à-dire pour essayer de sens. Parce que vous êtes. Le médecin généraliste, c'est la pierre angulaire de la réception de l'épargne. Aux urgences, fait les EPSP, fait partout. C'est eux qui reçoivent les malades. Si c'est-à-dire le bagage pour aller de l'avant, par exemple, quand j'ai fait le truc sur les tumeurs cérébrales, le fait d'avoir donné, c'est-à-dire les armes thérapeutiques, les malades. Et je ne l'ai pas dit, c'est-à-dire pour vous brosser, aller pour faire le brossage dans le sens... Non, parce que le médecin généraliste, quand il va recevoir une tumeur cérébrale, il va entamer la corticothérapie, le traitement, c'est une préparation pour la chirurgie. C'est le premier acte, c'est la partie numéro 1, tu as le traitement, tu as la prise en charge. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai insisté, parce que j'ai insisté de faire la formation sur l'hypertension, parce que vraiment, c'est dramatique quand vous voyez des jeunes dames arriver au stade de cécité. Bien consuélé et aveugle. C'est ça. Parce que qu'est-ce que j'ai dit au début? La pathologie était sous-estimée. Les malades erraient. La malade, elles n'ont pas d'interlocuteur précis. L'interlocuteur précis. Donc, le neurologue, et la malade, elle est entre les deux spécialités. Est-ce qu'il y a des questions? Je trouve aussi qu'il y a des questions. Oui. Maintenant, je suis médecin généraliste aux urgences. Oui. Je reçois une malade mot-tête. Oui. Elle a ni un pic d'HTA, ni elle est obèse, mais elle a toujours mal malgré le... Je pense tout de suite à un bilan ophtalmo. Bilan ophtalmo.
Il faut aller vers le bilan. Qui va faire la différence, C'est ça, orienter. qui va orienter. Donc, Le bilan ophtalmo va nous c'est orienter. la base. C'est la base. Devant un syndrome céphalé, parce que Marat, on donne des traits. La migraine, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut qu'on élimine les pathologies, parce que je vois Marat des traitements. La migraine, c'est un diagnostic d'élimination. Il faut penser d'abord à la pathologie, elle est menaçante sur le plan visuel. Un malade, bon, peut-être qu'il peut consulter la première fois, vous donner un traitement en symptômes. Et s'il reconsulte le malade, mais ayez la main facile d'avoir. En plus, c'est pas coûteux de faire un bilan ophtalmologique. Alors, je peux m'en passer du champ visuel. Il dit l'acuité visuelle ou le fond d'œil. Il peut partir. France Fanon, il nous fait acuité visuelle et fond. Donc, moi, je vous dis, ayez la main facile dans la demande des bilans ophtalmologiques. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Oui, bien sûr, on va vous envoyer l'enregistrement. Quelle est la quantité à soustraire? On ne soustrait pas la quantité. La quantité à soustraire. Quand vous faites la première manométrie, c'est-à-dire on va mesurer. Là où elle s'arrête, c'est bon. Maintenant, si vous faites une deuxième soustraction de LCR, s'il vous plaît, vous avez bien fait de poser la question. S'il vous plaît, n'utilisez pas de seringue et vous aspirez le LCR. Quand vous faites la deuxième soustraction, vous faites la manométrie TACOM. Ce qui est en excès, il va venir. Ça va être du goutte à goutte, vous retirez votre PN. Kyste arachnoïdien, non, le kyste arachnoïdien, c'est une entité à part. Le kyste arachnoïdien, c'est une tumeur cérébrale kystique. C'est à part. C'est pas qui est à l'origine de. Par quel mécanisme, justement, on ne connaît pas, malheureusement. Au fil des temps, on essaie de comprendre le mécanisme mais l'obésité, maintenant, on est sûr qu'elle est incriminée dans la genèse de l'hypertension intracrânienne idiopathique. L'évolution est bonne sous Diamox, c'est ce qu'on doit faire aussi des ponctions soustractives. Je vous ai dit, le Diamox, bien sûr, si l'évolution est bonne, on ne change pas une équipe qui gagne. Vous continuez le Diamox jusqu'à la normalité du fond d'œil inter. Comme maintenant, si votre fond d'œil est normal, vous allez dégraisser. Chaque 10 jours, vous enlevez un comprimé. Maintenant, si l'amélioration intercom, elle est pas, c'est-à-dire spectaculaire, bien sûr, vous faites des ponctions soustractives avec toutes les règles d'asepsie possibles et imaginaires. Relation entre la distance parcourue par le LCR et la tubulure. Et c'est ça. La distance, vous allez mettre le mètre ruban, vous allez calculer toute la tubulure intercommune qui est le LCR. La pression est élevée, tout à fait normal, remonte. La règle, 20 cm de longueur, hein. C'est bon. Tiens. T'as de les enregistrements, on va leur envoyer tout à l'heure l'enregistrement. L'enregistrement, tu bilan hormonal initial. Bien sûr, le bilan hormonal, il faut toujours avoir un bilan hormonal de départ. C'est bon. C'est bon. Donc, s'il n'y a pas de questions, l'assistance, est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions? En fait, je vous invite à venir dans le service, il y a les protocoles qui sont affichés, d'accord? Il y a aucun problème. On peut vous donner le mail, on peut vous donner tout, même pour les généralistes. J'ai l'habitude de donner le mail donc vous pouvez me consulter, vous pouvez m'envoyer. Peut-être que je ne répondrai pas tout de suite, mais quand une fois libre, je répondrai, il n'y a aucun problème. Eh bien, comme ça, merci beaucoup pour votre attention. Inch'Allah, on se reverra pour la prochaine formation. Merci beaucoup, bonne journée et comme ça. Merci. Je vous remercie, comme ça. Vraiment. Donc, il y aura la prochaine formation, donc normalement, Inch'Allah, dans 2 semaines. Et on va faire un courrier au chef de service. Ce qui m'a des urgences, c'est sur le médecin. Généraliste des urgences, ils sont une trentaine sur le médecin. Voilà.
Süleyman Elif.